tout le monde, je suis trop émue de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un an précisément, je vous annonçais que je souhaitais devenir à 100% influenceuse littéraire et donc je me suis lancée en septembre 2020 dans ma chaîne YouTube, dans mon compte Instagram, tout ça à fond. C'est devenu mon métier et un an après, eh bien je vous fais une petite vidéo bilan pour voir un peu un an après comment ça se passe, est-ce que je gagne assez ma vie, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que je vais continuer, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles, etc. Vous m'avez posé plein de questions via Instagram et je vais donc y répondre. Il y en a certaines qui sont un peu regroupées puisque évidemment vous vous posez toutes et tous pas mal de questions similaires et c'est normal. Juste je sais qu'il y a des gens qui se demandent un peu ce que ça veut dire les termes freelance, etc. Quand on dit freelance en fait c'est qu'on fait des missions pour des entreprises en gros, et c'est vrai qu'en septembre quand je me suis lancée j'avais la moitié de mon temps qui était consacré à Flammarion Jeunesse. J'avais des missions encore pour Flammarion Jeunesse en tant que relation libraire, etc. Mais ça n'a duré que 3-4 mois et après c'était 100% influenceuse littéraire, c'est-à-dire que je travaille uniquement avec le souffle des mots en gros. Je vais de toute façon vous expliquer dans cette vidéo comment je gagne de l'argent, par quels moyens, donc vous allez tout comprendre. Mais du coup un an après sachez que maintenant vraiment je ne vis que de YouTube et de Instagram et de tout ce que je fais autour de le souffle des mots. C'est vraiment le souffle des mots mon métier et j'en suis... Bon je spoil un peu mais j'en suis plus que ravie. On commence avec des questions très générales sur comment ça marche et justement c'est ce qui est super intéressant à vous expliquer. Comment j'ai pris la décision de me lancer? Est-ce que c'était du feeling ou du business plan? Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai ma chaîne YouTube depuis bientôt 8 ans, ça fait des années que je travaille sur mes réseaux sociaux de manière gratuite avec les maisons d'édition puisque c'est des partenariats mais gratuits. Mais ça fait aussi quelques années que je suis auto-entrepreneuse, que j'ai le statut d'auto-entrepreneuse, ça fait depuis septembre 2016 donc ça va faire 5 ans. Donc ça fait déjà 5 ans que parfois je fais des ateliers en bibliothèque, que je gagne de l'argent via mes vidéos YouTube par exemple, ou que parfois des maisons d'édition ou voulaient des petits partenariats rémunérés, mais c'était quand même assez rare à l'époque. On y viendra plus tard. Donc il n'y avait pas de business plan du tout, mais je me suis dit je me lance. Comme vous l'avez compris au tout début, j'avais une mission pour Flammarion qui m'assurait économiquement un salaire entre guillemets pour commencer dans ma vie de freelance au cas où je n'ai rien niveau YouTube tout ça. Donc il n'y avait pas de business plan, mais c'était pas que du feeling non plus parce que je savais qu'il y avait des possibilités, on va dire. De plus en plus de maisons d'édition commencent à reconnaître que les influenceurs peuvent faire du vrai travail. En fait on fait tous du vrai travail, mais si la maison d'édition nous demande quelque chose de précis, maintenant les maisons d'édition comprennent que dans ces cas-là elles doivent nous rémunérer si on le demande, voilà, sinon c'est non, ciao. Est-ce que j'ai eu peur de me lancer et pour quelles raisons? Oui évidemment que j'ai eu peur de me lancer, principalement pour les raisons financières en fait. Vous verrez plus tard dans cette vidéo si ça va niveau financier ou pas, mais c'était vraiment le truc qui me stressait le plus parce que passer d'un salaire mensuel grâce à avant j'étais en apprentissage donc j'avais un salaire comme un salarié en CDI tout ça quoi. Passer d'un salaire fixe, d'avantage de l'entreprise à coucou l'argent ne tombe pas du ciel, c'était un petit peu stressant. À quel moment tu as su que ton rêve pouvait devenir réalité? Et bien c'est pendant le confinement. Finalement le seul frein que j'avais c'était le fait de travailler de chez moi, de plus avoir de collègues, et le confinement m'a permis de voir que j'appréciais travailler de chez moi, qu'il n'y avait aucun problème à ça. Donc je me suis dit allez je me lance. Après le rêve qui devient réalité ça a été dû au fur et à mesure parce qu'en septembre l'année dernière je savais pas si mon rêve allait vraiment devenir réalité et si j'allais pouvoir en vivre, donc ça s'est fait petit à petit. Comment tu t'es formée au métier de freelance en dehors de tes études? Eh bien il n'y a aucune, enfin si, il y a des formations qui existent, moi je n'en ai fait aucune, c'est du petit à petit, c'est des amis qui se sont lancés en auto-entrepreneuriat qui m'aidaient pour les factures, pour les devis. En fait c'est vraiment du passage de savoir, je trouve, l'auto-entrepreneuriat. J'ai des amis référents à qui j'envoie des messages quand je suis en panique et maintenant que je le suis depuis un moment, j'ai aussi des amis de qui je suis la référence et qui m'envoient des messages quand ils paniquent. Donc je trouve ça très mignon de voir que dans l'auto-entrepreneuriat on s'entraide beaucoup et c'est vraiment comme ça que ça a marché pour moi. Quels sont les changements avec ton ancienne vie? Du coup au niveau de mon travail concrètement c'est vraiment que je suis passée d'un statut de salarié à un statut, et d'ailleurs étudiante, à un statut de adulte avec un métier où je me débrouille complètement toute seule, que ce soit pour avoir un salaire, pour avoir des vacances, pour avoir des arrêts maladie et tout. Je vous expliquerai plus tard, mais du coup le vrai changement c'est ça et le fait que je travaille de chez moi tout le temps et le fait que j'ai pas de patron puisque je suis ma propre patronne. Comment j'ai trouvé mes partenariats au début? Est-ce que c'est moi qui vais vers les maisons d'édition? Est-ce que c'est l'inverse? Ce que j'ai fait c'est dès que je me suis lancée j'ai contacté toutes les maisons d'édition avec lesquelles j'étais partenaire, donc qui m'envoient des services de presse pour leur dire coucou, maintenant je suis youtubeuse à 100%, donc si vous voulez qu'on fasse des projets je suis là. Et il s'avère que ça a marché puisque ça fait 8
8 ans que je suis en contact avec énormément de maisons d'édition et donc je connais les gens dans les maisons d'édition qui me connaissent aussi, on discute ensemble, parfois on est même amis. Du coup ça a permis voilà que tout le monde sache où j'en étais, je me suis fait un petit tableau de tarifs et tout et maintenant j'envoie ça dès qu'on me propose des trucs, j'envoie ça. Je ne prospecte pas du tout du coup, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on n'a pas encore de clients, mais du coup moi la seule prospection que j'ai fait c'est celle-ci, le tout début quoi, de dire hey, si j'ai dû prospecter une ou deux fois pour certaines marques ou quoi qui étaient pas forcément liées au livre, et ça s'est pas forcément concrétisé d'ailleurs, mais pour l'instant je ne prospecte pas parce que bah toutes les maisons d'édition avec lesquelles je suis en contact me proposent régulièrement des choses qui remplissent totalement mon planning, donc du coup je ne prospecte pas, mais prospecter c'est très bien si vous êtes freelance, auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, donc faut pas passer à côté de ça. Mais j'ai la chance maintenant que vraiment bah, j'ai un très bon réseau qui me contacte régulièrement quand les gens ont besoin et du coup ça fonctionne comme ça. Alors 2 questions, au bout de combien de temps penses-tu qu'on peut vivre de YouTube et est-ce que tout le monde peut le faire? Alors oui, tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas forcément les possibilités de le faire parce que comme je vous l'ai dit, moi ça fait 8 ans que j'ai ma chaîne et dites-vous que si je peux en vivre maintenant, c'est parce que ça fait 8 ans que j'ai ma chaîne. Je pense pas que si on se lance demain sur Instagram, on puisse en vivre un mois après. Donc vraiment, c'est totalement variable. Je ne peux pas, il n'y a pas de vérité absolue. Si c'est votre rêve, donnez-vous les moyens d'y parvenir. Moi, ça fait 8 ans que je me donne les moyens d'y parvenir et je pense que c'est grâce à tout ça que j'ai réussi. Ça dépend de chacun et puis si justement ça fait pas 8 ans que vous y êtes, vous devrez plus prospecter, etc. Est-ce que toutes tes vidéos sont sponsorisées? Absolument pas. Autant vous dire que j'en ai fait pas tant que ça finalement des vidéos sponsorisées cette année. C'est toujours précisé, je le dis en général à l'oral et surtout c'est précisé dans la barre d'infos. Donc si vous voulez aller checker, vous verrez qu'il y en a pas tant que ça qui sont sponsorisés parce que c'est un budget qui est plus élevé par exemple. Donc les maisons d'édition vont peut-être plus être intéressées par Instagram où les contenus sont moins chers. Là il y a une question qui est assez intéressante et qui va amener à la deuxième partie de cette FAQ sur l'organisation. C'est une question qui m'a un peu choquée sur le coup. Je me suis dit ah c'est comme ça qu'on voit mon activité et tout, mais en même temps je trouve que c'est intéressant parce que ça en dit long sur ce que certaines personnes peuvent penser et c'est pas du tout méchant hein, je le prends pas mal. La question c'est, te dirais-tu chanceuse de pouvoir avoir une vie plutôt relaxe comparée aux routines de certaines personnes dans le travail? Alors si je peux vous dire que je suis chanceuse de vivre de ma passion, ça oui, clairement. Par contre, la vie relax, je pense que vraiment les personnes qui pensent ça ne savent pas quel est mon quotidien parce que vraiment j'ai pas du tout une vie relax. Même si je sais que dans mes vlogs on peut avoir l'impression que je lis beaucoup etc. Alors déjà la lecture fait partie de mon travail et ensuite vraiment je vais vous en parler dans mon organisation mais c'est pas un emploi du temps de tout repos du tout. Alors pour mon organisation, mon rythme de travail, tout ça, est-ce que j'arrive à tout faire ou est-ce que je me sens parfois débordée? Est-ce que je procrastine? Donc clairement je me fais des to-do list et clairement tous les jours je ne coche absolument pas tout dans mes to-do list. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou pas, d'avoir des to-do list qui sont juste infaisables dans la journée. Moi j'essaye juste de mettre plein de trucs dedans dans mes to-do list et même des trucs un peu insignifiants, comme ça j'ai toujours l'impression d'avancer. C'est à dire que je mets par exemple toujours sur mes to-do list poster la photo du jour, Instagram ou des trucs comme ça et c'est des trucs où des fois elles sont toutes prêtes, faut juste que je pense à la poster mais comme ça c'est des trucs qui se checkent facilement. Et oui je procrastine, vraiment les tâches que je n'aime pas faire je les procrastine à 110%. Alors on me demande quelle est l'organisation de ma semaine, c'est très variable, c'est pour ça que j'aimerais savoir si ça vous dirait que je vous fasse un nouveau vlog, une semaine dans ma vie de youtubeuse comme j'avais fait l'année dernière, mais l'année dernière il y avait la partie Flammarion, là il n'y a plus que ma partie youtubeuse dans toute ma vie, dans toute la semaine, donc est-ce que ça vous plairait un vlog qui sera peut-être un peu long mais qui sera sur vraiment 7 jours dans ma vie de youtubeuse. Est-ce que j'ai un assistant community manager et est-ce que je vais reprendre des stagiaires? Donc c'est pas du tout prévu, j'ai pas du tout de community manager, je suis 100% seule dans mon auto-entreprise et j'ai eu une stagiaire, Eva, que vous avez rencontrée cet été dans 2 vidéos, si vous ne les avez pas vues. Honte à vous. C'était totalement imprévu le fait d'avoir une stagiaire, regardez les vidéos si ça vous intéresse pour un peu comprendre comment ça s'est passé, mais c'est pas prévu du tout parce que Eva elle était là pour la partie graphique et du coup je n'ai plus besoin de graphisme et si j'en ai besoin je la prendrai en freelance, donc j'ai pas prévu d'avoir de nouveaux stagiaires. Après je sais pas hein, si le souffle démo grandit, peut-être qu'il y aura besoin d'agrandir l'équipe mais pour l'instant non, j'arrive à tout faire toute seule même si c'est du travail. Où trouves-tu la motivation chaque jour et es-tu coachée? Donc non je ne suis pas du tout coachée, j'ai personne, j'ai pas fait de formation ou autre et pour la motivation, en fait
c'est comme quand vous allez au travail hein, et que vous êtes salarié, c'est la même chose. Moi si je travaille pas, je n'ai pas d'argent. Même si c'est pas l'argent ma motivation première, c'est qu'il faut que je travaille pour gagner ma vie. Donc il faut que je m'organise, donc il faut que voilà je fasse tout en temps et en heure, etc. Que je trouve des collaborations, etc. Et ce qui me motive surtout, c'est que vu que c'est l'univers de la lecture et que c'est un univers, un monde que j'adore, et bien c'est un plaisir de travailler chaque jour. Donc il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais ça reste un plaisir. Arrives-tu à avoir une journée entière de repos par semaine? Oui, mon week-end est un vrai week-end. Je m'interdis de travailler le week-end. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que avant j'avais un travail la semaine, le soir et le week-end je faisais mes montages, mes photos Instagram, mes trucs. Donc en fait j'avais vraiment pas de repos. Et depuis que je suis auto-entrepreneuse, je redécouvre la joie des week-ends où on ne travaille pas du tout parce que vraiment le week-end je n'ouvre pas mes mails, au pire je poste des photos Instagram, c'est le pire que je peux faire mais elles sont prévues en avance et je réponds à vos commentaires et tout, mais ça c'est des petits trucs et vraiment ça va pas me prendre 8 heures par jour alors que la semaine oui et c'est un plaisir de redécouvrir mes week-ends et je me l'impose, c'est à dire que même si le vendredi à 18h, 19h, 20h j'ai pas encore fini de travailler, il y a des trucs encore urgents, je me dis non, je finis même si je dois finir à 21h mais j'ai un week-end. Combien d'heures travailles-tu par jour et est-ce que tu arrives à ce que ça n'empiète pas sur ta vie privée? Donc là on va passer à une autre phase de cette FAQ, les particularités du fait d'être freelance, auto-entrepreneuse, travailler à la maison, tout ça. Donc je travaille, je pense que je travaille 8 ou 9 heures par jour environ, entre 7 et 9 heures par jour environ on va dire. C'est à dire que je travaille de 9h à 19h grand max et j'ai toujours une pause pour manger de 1 heure. Et ça n'empiète pas trop sur ma vie privée parce que j'essaye vraiment de bien cadrer mes journées. Par exemple je fais du sport et j'essaye de faire mes séances à 18h30, comme ça je sais qu'après que j'ai fait mon sport je vais jamais retravailler. Donc ça c'est pas mal pour se forcer. Après là vous voyez c'est la semaine de rentrée, je suis débordée et clairement je finis à 20h parce que j'ai pas le choix. Et vraiment comme je vous disais le week-end c'est sacré. Et du coup est-ce que j'arrive à faire des vraies pauses dans mon travail ou plus du tout? Oui j'arrive vraiment, le midi j'ai vraiment ma pause repas, le week-end j'ai vraiment ma pause. Alors vous direz peut-être c'est pas des vraies pauses vu que je réponds à mes commentaires, je poste des stories etc. Mais ça c'est tellement quelque chose que je fais depuis 8 ans sans que ce soit mon métier avant, que du coup je peux pas m'en défaire et c'est pas du tout un problème. Par exemple pendant mes vacances là j'ai carrément réussi à faire une pause. J'étais vraiment loin de mes mails, des collaborations, des devis, des factures, j'étais loin de tout ça. Est-ce que c'est pas trop fatigant d'être toujours devant des écrans? Bah écoutez, que je sois salariée dans une maison d'édition comme je l'étais avant ou que je sois chez moi à travailler sur mes vidéos et tout, c'est clairement le même nombre d'heures sur les écrans, voire même presque moins parce que par exemple quand je filme mes vidéos je suis pas vraiment devant un écran, quand je prépare mes vidéos non plus, quand je lis non plus. Il y a plein de choses où je suis pas trop devant les écrans donc j'essaye voilà, d'alterner un peu parce que sinon la tête elle a mal. Alors là j'adore, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur le fait que je travaille seule et que je n'ai plus de collègues. Est-ce que c'est pas dur de plus trop avoir de rendez-vous, de nouvelles rencontres? Est-ce que je me sens pas isolée? Est-ce que c'est pas compliqué que mon lieu de travail soit mon foyer? Est-ce que j'arrive du coup à bien distinguer vie privée et vie professionnelle? Alors écoutez, vu que le confinement m'avait confortée dans l'idée de travailler seule, et ben ça va. Malheureusement 2020 ça a été compliqué parce que vu qu'on était souvent confinés, j'ai pas pu rencontrer les maisons d'édition avec qui je travaille parce qu'en général c'est pas parce que t'es freelance que tu vois personne, au contraire il y a des soirées de lancement, il y a des salons du livre, il y a des ateliers en bibliothèque, il y a des événements, il y a plein de trucs. Sauf qu'en 2020 il y avait pas tout ça, il y avait même pas de déj ni rien, donc j'ai dû déjeuner 2 fois avec des maisons d'édition avec qui je travaille, donc c'était un peu ça la frustration. Mais là je sens que ça va revenir à la normale, que je vais enfin revoir des gens. Déjà il y a eu quelques soirées de lancement auxquelles je suis allée et en fait ça me va très bien, du moment que à la fin de ma journée par exemple des fois je me dis allez je vais à Paris, je vais boire des verres avec mes copines, je vais au resto avec mes potes et tout, et du coup voilà j'essaye de garder cette vie sociale là et du coup c'est un très bon équilibre et ça me pose pas de problème. Puis vous oubliez qu'il y a Alaska avec moi absolument tous les jours, je ne suis pas seule. Est-ce que j'ai des vacances, congés payés comme un salarié lambda? Non pas du tout, je pars en vacances quand je veux, si je veux j'ai 4 mois de vacances, c'est juste que si j'ai 4 mois de vacances faut que je m'organise pour que l'argent suive, donc du coup voilà c'est vraiment, j'ai pas de congés payés, je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça que je vous disais là en août je m'étais vraiment bien organisée pour avoir 3 semaines de vacances. C'est à dire que pendant 3 semaines je touchais pas à mes mails, sans stress sur les projets, sans stress sur rien, et juste vous postez des petites stories et tout, mais ça c'était un plaisir. Comment gères-tu le fait de ne pas avoir de revenus fixes, de congés payés et de retraite? Justement on passe à la partie qui je pense vous intéresse évidemment parce que ça intéresse toujours tout le monde, ce genre de partie dans les vidéos des youtubeurs. L'argent. Donc comment je vis le fait de ne pas avoir de revenus fixes, ni de retraite, ni de congés payés? Autant vous dire que c'est un peu stressant, mais pour la retraite, j'ai pas envie de me projeter si loin quand je vois comment ça évolue chaque année, les réformes sur la retraite et tout. Je me dis franchement, je vais pas me prendre la tête maintenant pour ça. Pour les congés payés, comme je vous l'ai dit, je me débrouille, et pour les revenus fixes,
c'était bel et bien ce qui me stressait au début. Quelqu'un m'a posé la question en écrivant tu as dit sans tabou, donc bah clairement combien je gagne tous les mois. Il y en a qui m'ont demandé si mon revenu était correct par rapport à un SMIC à 35 heures par exemple. Quelqu'un m'a aussi demandé si j'avais une base, un fixe ou pas du tout, et aussi d'où vient cet argent. Enfin bref, toutes vos questions sont super intéressantes. Donc moi j'ai envie de vous répondre parce que je ne supporte plus les vidéos des youtubeurs qui mettent en miniature combien je gagne et qui en fait répondent absolument pas ou répondent à côté de la plaque parce qu'ils veulent pas le dire et qu'en plus c'est des sommes astronomiques. Donc je comprends qu'ils veuillent pas le dire, mais en même temps je trouve que c'est important de le dire, même si ça me stresse quand même parce que je me dis peut-être que vous allez me juger selon mon salaire, etc. Se dire ah machin nanana. Mais en tout cas pour l'instant depuis un an, si on fait une moyenne de tout ce que j'ai gagné depuis un an, je gagne à peu près entre 2000, 2500 et 3000 euros net par mois et j'en suis super contente et soulagée. En plus de ça, l'avantage dans le freelance c'est que si on gagne beaucoup un mois, on peut mettre de côté, pour le mois on gagnera pas, et c'est toujours ce que je me dis du coup, c'est que je mets beaucoup d'argent de côté pour ma vie future parce que voilà on sait jamais où ça va mener YouTube, qu'est-ce que ça va faire et tout ça. Par contre il faut savoir qu'il y a des mois où je vais gagner 400 euros et des mois où je vais gagner 6000 euros parce qu'en fait vu que ce sont les maisons d'édition qui me payent, YouTube qui me paye, les bibliothèques, les salons du livre, etc. L'argent il est très étalé. Il y a un mois où je peux avoir plein de collaborations et le mois d'après où j'en ai zéro. Par exemple au mois d'août j'avais 0 collaboration, mais comme tous les gens qui doivent me payer depuis juillet ne m'ont pas tous payé, j'ai quand même à peu près pas mal d'argent tous les mois, ça me suffit pour vivre quoi. Mais du coup voilà, il y a des mois qui vont être comme ça et des mois qui vont être comme ça, et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment une moyenne et je suis super contente de cette moyenne que j'ai pour l'instant. Après voilà, vous voyez, le pire c'est que je ressens cette petite gêne de vous dire ça, alors que je me dis faut pas ressentir de la gêne parce que ce que je veux vous faire comprendre c'est que vraiment les gros influenceurs YouTube ils gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois en fait. Si moi dans le monde du livre je peux gagner un salaire super chouette, je pense que ceux qui ont 3, 4, 5, 10 fois mon nombre d'abonnés, ils gagnent très très bien leur vie et tant mieux pour eux, je ne remets pas du tout ça en question. C'est juste que des fois je trouve qu'ils sont pas méga transparents là-dessus et moi qui suis dans ce milieu je trouve ça dommage parce qu'au final c'est important de savoir tout l'argent qu'ils gagnent et aussi où ils le mettent parce que je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de charges en étant à mon compte? Oui, il y a beaucoup de charges puisque j'ai 25% de charges, c'est à dire que si je gagne 1000 euros, brut, on me verse 1000 euros, je reverse 25% à l'État. Donc c'est des grosses charges quand même, hein. Après il y a toujours des charges, c'est exactement comme sur votre salaire brut et net si vous êtes salarié, c'est la même chose. Donc bon, c'est chiant parce que moi je touche l'argent et ensuite un mois après je la reverse à l'État. Donc du coup ce qui est chiant c'est que voilà, il faut se souvenir que tu vas leur verser de l'argent. Mais bon, c'est comme ça et puis je m'y suis fait, les calculs sont faits en rapport avec ça, donc voilà. Alors là vous m'avez beaucoup posé de questions, combien je gagne grâce à YouTube, grâce aux vidéos, qui est-ce qui me paye? Donc qui est-ce qui me paye? Les maisons d'édition, YouTube, les bibliothèques, librairies avec qui je fais des partenariats, entreprises avec qui je fais des partenariats, les salons du livre. Donc c'est toutes ces personnes qui me rémunèrent. Je leur fais des devis, puis je leur fais des factures et elles me payent. Et elles me payent peut-être pour des vidéos YouTube, pour des chasses aux livres, pour des posts Instagram, des concours Instagram, des stories Instagram, des contenus autres, des vidéos, des vlogs, enfin bref ça peut être plein de choses différentes. Et donc par répartition je gagne beaucoup plus d'argent avec les collaborations pures avec des entreprises, des maisons d'édition. C'est ce qui me fait gagner le plus d'argent parce que ce sont des sommes assez élevées à chaque collaboration, ce qui fait que en les additionnant ça fait un bon salaire. Alors que YouTube je gagne 300, 400 ou 500 euros par mois brut, donc vous enlevez 25%. Et pareil pour les salons, les rencontres et tout, c'est pas ce qui me fait gagner le plus, mais on va dire c'est en deuxième position. Donc dans les revenus je pense que tout en haut il y a les collaborations, en dessous il y a les rencontres, salons, etc., événements, et en dessous YouTube. Donc vous m'avez beaucoup demandé si c'était suffisant pour en vivre, si j'avais eu des phases où j'étais stressée ou quoi. Du coup oui, vous l'avez compris vu que je vous l'ai dit clairement, c'est clairement suffisant pour en vivre et aussi pour mettre de côté au cas où j'ai des mois plus difficiles. J'ai eu la chance de pas avoir de mois difficiles parce que ça a très bien commencé et après j'ai toujours fait en sorte voilà de bien espacer les partenariats, etc., pour que tous les mois je sois sûre d'avoir des petites choses. Et je refuse aussi des choses, d'ailleurs je me rends compte que personne m'a posé ce genre de questions, mais je refuse aussi beaucoup de partenariats pour ne pas être submergée de collaborations et de ne pas pouvoir les tenir et que ça ne devienne même plus un plaisir en fait. Donc je n'accepte que ce que j'ai envie de faire en collaboration et j'en refuse pas mal quand mon planning est plein. Par exemple en septembre j'ai eu beaucoup de maisons d'édition qui m'ont proposé des trucs pour la rentrée littéraire, mais je leur ai dit en fait désolé, je suis blindée au max de collaboration en septembre parce que j'ai des chasses aux livres. Donc allez sur Instagram si vous ne le savez pas parce qu'il y a des chasses aux livres. J'ai des chasses aux livres à Paris, donc j'ai des chasses aux livres numériques sur les réseaux, j'ai des concours, enfin bref vous allez être gâtés sur Instagram et j'ai toutes les vidéos à vous faire, donc vraiment
pas le temps de rajouter des choses. Du coup j'ai eu cette chance de pas être stressée vis-à-vis de ça, mais j'imagine bien que plein de gens sont stressés vis-à-vis de ça parce que quand on commence dans l'auto-entrepreneuriat, on gagne pas tout de suite des milliers et des cents. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai commencé en 2016, donc c'est vraiment du fur et à mesure. Et j'ai commencé en 2013 ma chaîne. C'est du fur et à mesure pour se faire son réseau et pouvoir en vivre. Est-ce que du coup je stresse vis-à-vis de la réussite de mes vidéos vu que ce sont mes revenus? Du coup évidemment quand je fais une collaboration j'ai un peu cette inquiétude que ça marche ou que ça marche pas. Mais après il faut toujours se dire que si une vidéo fait moins de vues qu'une autre, ça ne change rien à la valeur de la collaboration puisque la maison d'édition voulait cette vidéo, ce contenu, ce titre, etc. Donc bien que mon avis soit honnête à l'intérieur, mais ce que je veux dire c'est que c'est la maison d'édition qui a souhaité ça. Donc après si les stats ne sont pas les mêmes que d'habitude, c'est pas grave, faut pas se stresser pour ça. Au début ça pouvait me stresser, maintenant j'avoue que je suis très chill avec ça. Je me dis de toute façon c'est ce qu'on m'a demandé de faire, je suis fière de ce que j'ai fait, je le poste et après si ça marche moins que d'autres, c'est pas grave, de toute façon je vais pas vous forcer à regarder mes vidéos. Justement vis-à-vis du stress et tout, il y a une question qui est intéressante et qui est très pertinente. Est-ce que parfois je suis anxieuse et j'ai peur que tout s'arrête du jour au lendemain? Oui, c'est clairement je pense ma source d'angoisse la plus forte. D'ailleurs depuis que je suis auto-entrepreneuse, je pense que je suis beaucoup plus anxieuse, peut-être parce que je travaille de chez moi donc je suis tout le temps à la maison, donc des fois peut-être que c'est plus dur de sortir de quand on broie du noir ou quoi. Je suis plus anxieuse parce que vu que je gère tout toute seule, je n'ai aucune perspective d'avenir précise, c'est à dire que je ne sais pas ce que mon mois de juin par exemple 2022 m'apportera, je n'en ai aucune idée, alors que quand t'es en CDI dans une entreprise tu te poses pas ces questions et c'est quand même quelque chose de chouette, même s'il y a des avantages et des inconvénients. Après je suis quelqu'un de stressé de manière générale, je suis assez angoissée et tout, donc c'est logique que ce mode de vie laisse place quand même à l'angoisse, mais j'arrive à passer au-dessus dans le sens où je me dis c'est pas grave, là c'est un moment où voilà je vis un peu au jour le jour, je suis jeune, c'est le moment de faire ça, j'ai pas d'enfants à ma charge, j'ai pas de projet, j'ai pas de grosses dépenses à faire actuellement, j'ai pas d'achat immobilier prévu ou quoi, donc quand ça arrivera je me pourrais stresser pour une raison. Pour l'instant c'est pas prévu, on est très bien dans notre appart avec Alex, je ne suis pas enceinte, on n'a pas prévu d'acheter tout de suite et le jour où j'achèterai, si j'arrive à avoir des revenus stables pendant plusieurs années, normalement ça devrait pas trop te poser de problème à la banque. Et sinon bah écoutez, c'est pour ça que je mets de côté, c'est parce que j'espère qu'avoir une maison un jour. Mais voilà, tout ça pour dire que ça rend anxieux, mais j'arrive à passer au-dessus, il y a des jours avec et des jours sans et puis voilà quoi. Et la question, es-tu comblée et épanouie de cette vie de youtubeuse à 100%? Oui, je suis 100% comblée, je pense que vous l'avez compris, vraiment c'est un rêve qui est devenu réalité, vraiment ce que je vis en ce moment. C'est quand même stressant, je travaille quand même beaucoup mais j'adore. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'imaginais et est-ce que j'avais déjà des idées, des perspectives sur un an quand j'ai commencé? Oui, j'avais déjà des idées, des concepts, je savais que les chasses aux livres je voulais en faire avec des maisons d'édition, ça se concrétise enfin, donc vraiment il y a plein de choses comme ça qui se sont passées et c'est clairement à la hauteur de ce que j'espérais parce que j'adore vivre de ce métier et de cette passion et j'adore faire ce que je veux, être ma propre patronne, donc oui, c'est clairement à la hauteur. Et est-ce que vivre de ma passion fait que ma passion est un peu moins ma passion? Bien non, je vous en parlerai plus tard dans mon rapport au livre, mais ça n'a clairement pas fait fuir ma passion du tout. C'est comme si vous dites à un chanteur, est-ce que t'es un peu moins passionné de chant maintenant que t'en vis? Je pense pas quand c'est ce que t'aimes faire. Des questions sur mon avenir. Est-ce que j'ai un plan B si demain tout s'arrête? Non, pas vraiment, j'ai pas de plan B, mais bon écoutez, je postulerai à plein de postes parce que comme vous le savez, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai 3 ans d'expérience dans le monde du livre, j'ai fait de l'apprentissage, là tout ce que je fais sur YouTube c'est énormément de choses que j'apprends en permanence. Quelqu'un m'a demandé si j'avais pas peur d'être coincée un peu dans cette casquette youtubeuse si un jour je veux faire autre chose et je ne pense vraiment pas. Parce que clairement je pense que j'apprends beaucoup de choses sur le terrain. Donc je pense vraiment que mes compétences continuent à s'agrandir, à se multiplier et donc que je saurai apporter plein de choses à une maison d'édition si je n'ai plus de travail. Mais on parle pas de ça s'il vous plaît. Et d'ailleurs est-ce que je me vois faire ça sur le long terme ou est-ce que je pense que je vais retourner un jour à un métier plus classique? Et bien moi je me vois faire ça sur le long terme, mais comme je vous disais je ne peux pas me projeter. Donc je me vois le faire sur le long terme, mais peut-être qu'un jour je reprendrai un métier plus classique si je n'ai pas le choix. Après c'est vrai que quand on goûte à l'auto-entrepreneuriat, peut-être que je vais péter un câble un jour et si le souffle des mots ne marche plus et que vous ne m'aimez plus, c'est vraiment la plus grosse angoisse absolument débile que je puisse avoir. Mais c'est une angoisse que j'ai en permanence parce que je me dis voilà, si demain vous m'aimez plus du tout d'un coup et que tout ce que je fais ne vous intéresse plus, enfin vous m'aimez plus ça fait méga narcissique mais vous m'avez comprise, du coup j'ai plus de travail, j'ai plus de passion et en même temps j'ai plus de communauté, je vous ai plus vous et ça serait horrible, mais en même temps je me dis concrètement Audrey réfléchis,
ça va pas arriver du jour au lendemain, et puis si ça arrive, et bah c'est la vie. Mais du coup si ça arrivait, peut-être que je serais plus encline à créer ma propre entreprise que de travailler dans le monde de l'entreprise, mais qui sait. Alors, des questions sur le plus facile, le plus difficile, tout ça tout ça. Est-ce que j'ai réussi à gérer la pression des statistiques? Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, je crois, sur ça, et une vidéo qui vous avait beaucoup plu et que j'avais adoré vous faire, et je vais de mieux en mieux vis-à-vis des statistiques parce qu'il y a des algorithmes et qu'on n'y peut rien, et que du coup j'essaye vraiment de me dire c'est comme ça. Évidemment j'y fais attention, mais j'essaye de me dire que c'est pas ce qui prime, parce que ce qui prime c'est que ce que je vous propose me plaise et vous plaise, et ça c'est le plus important. Est-ce que c'est difficile de trouver des sujets de vidéos? Oui et non. En vrai il y a des phases où j'ai du mal, et il y a des phases où j'en ai 75 000 et j'ai pas de place dans le mois pour tout caser. Donc ça dépend, mais il faut... En fait dès que j'ai une idée je la note, que ce soit pendant que je suis dans mon lit le soir, pendant que je suis dans le RER, pendant que je suis aux toilettes. Peu importe, quand j'ai une idée, je la note quoi qu'il arrive, et comme ça c'est ce qui fait que j'en ai plein sous le coude, et qui parfois elles restent très longtemps juste sous mon coude et un jour je les sors. Qu'est-ce que tu as le moins aimé dans ta vie de youtubeuse? Bah finalement quand vous parliez de la vie privée, vie publique, etc. je pense que ça c'était un peu le plus difficile, on va dire. Donc ce qui est le plus compliqué c'est par exemple s'il nous arrive des trucs négatifs ou quoi. Moi par exemple cette année 2021 j'ai eu des événements dans ma famille, etc. vraiment pas positifs, des trucs vraiment difficiles, et en fait le fait de travailler de chez moi et tout, c'est là que ça devenait dur en fait. C'est à dire qu'avant quand j'allais au travail, bah j'arrivais à mettre de côté un peu mes problèmes, etc. Alors que quand t'es chez toi et que t'es sans cesse seule avec toi-même, et que du coup tu peux ressasser sur tes problèmes ou autres, ça c'était le truc que j'ai trouvé très difficile. C'est voilà, de réussir à faire la part des choses. Mais je me suis dit, sois gentil avec toi-même Audrey, laisse-toi des moments où voilà pendant une heure t'arrives à rien faire, t'es pas bien ou quoi, bah laisse-toi glander sur ton canapé, sur ton lit, et après ça ira mieux. Ça c'était un peu difficile. Est-ce que je me sens parfois obligée de poster des photos, des stories? Est-ce que c'est pas trop dur de ne jamais décrocher? Bah comme je vous l'ai dit, je décroche quand même parfois, donc je me sens jamais obligée, enfin si, il y a des périodes où si je suis pas bien justement et que j'ai pas trop de trucs à faire mais qu'il faut que je poste, là je me sens obligée, mais c'est mon travail. Donc en fait c'est comme quand vous allez au travail et qu'un jour vous avez juste pas envie d'y aller parce que vous êtes dans un mauvais mood, vous avez appris une mauvaise nouvelle ou autre. C'est la même chose en fait, donc c'est pas facile, mais voilà il faut faire avec, et j'ai pu décrocher, donc ça va. Alors de quoi je suis fière vs qu'est-ce que j'aimerais améliorer sur la suite? Bah en vrai je suis vraiment fière de mon année, de tout ce que j'ai fait. Je trouve que je me suis encore plus professionnalisée dans ma manière de parler avec les professionnels, d'envoyer des factures, des devis, etc. de gérer tout ça. Ce qu'il faudrait améliorer c'est que j'ai vraiment une légère phobie administrative, et que même si je gère ça parce que j'ai pas le choix, je suis pas très clean là-dedans, donc il faut que je m'améliore encore. Les papiers, trier, tout ça, j'ai un peu de mal, et du coup je retarde beaucoup certaines choses comme appeler l'URSSAF ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment un truc pour lequel je dois m'améliorer. Mais après vraiment il n'y a pas d'autre chose. Je trouve que c'est plutôt au fur et à mesure où je m'améliore. Est-ce que j'ai pas peur de perdre en authenticité par rapport à vous si je fais des trucs rémunérés, tout ça? Bah pas vraiment, parce que j'ai toujours été très honnête avec vous. Je vous dis toujours que si je fais des trucs rémunérés c'est pour certaines raisons. Et justement comme je vous l'ai dit, je ne blinde pas mes mois de collaboration. Le but c'est que je puisse encore lire ce que je veux la plupart du temps. Le but c'est que je puisse encore vous partager ce que je veux la plupart du temps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais très attention aux partenariats que j'accepte, aux collaborations que j'accepte. Et il y en a eu plein cette année qui étaient méga naturels pour moi. Par exemple j'ai fait des trucs sur la sortie du nouveau tome de Lou, de Phobos en BD, du nouveau Marie Pavlenko, de Brodo Limited tome 3. Et en fait ça c'est des collaborations où même si la maison d'édition m'avait pas contacté pour me rémunérer pour des contenus précis, j'aurais quand même lu ces livres et je les aurais quand même adorés, j'en aurais quand même parlé. Donc du coup il y a vraiment, voilà, j'ai fait très attention à ce que j'acceptais, et ça c'était super agréable parce que j'ai vraiment travaillé par plaisir sur des livres pépites. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des maisons d'édition ou des entreprises qui ne te prennent pas au sérieux? Oui ça arrive encore, mais très peu. Ça arrive, mais j'avoue que maintenant je deviens un petit peu plus cash dans mes réponses. Genre quand on me dit mais quand même on vous offre tant d'euros de contenu, ça serait pas mal, nan. Et du coup je leur réponds je suis désolée mais je ne peux pas manger avec des produits ou des livres, donc du coup j'ai besoin qu'on me rémunère pour mon travail tout simplement. Comment tu fais face aux critiques sur les booktubeurs, booktubeuses sponsorisés? Alors moi les dramas sur booktube, bookstagram et tout, ça me passe au-dessus, donc vraiment je sais même pas s'il y a des dramas. Moi j'ai toujours été honnête avec vous, je vous fais plein de vidéos pour vous expliquer, je vous dis combien je gagne, je vous dis quand c'est rémunéré, c'est toujours écrit précisément collaboration rémunérée, enfin vraiment je tiens à tout ça. Donc après s'il y a des gens qui critiquent, j'ai envie de dire moi c'est mon métier, je critique pas les métiers des autres, donc Et est-ce que tu trouves pas ça dérangeant de contribuer à la monétisation de la littérature? Alors ce message répond un peu à l'autre je trouve, et c'est assez rigolo, et surtout ça m'a un peu fait rire parce que je me suis dit la monétisation de la littérature, mais en fait quand vous achetez un livre vous pensez qu'il y a
pas de l'argent derrière. C'est pareil pour tout en fait. Enfin je veux dire, quand les maisons d'édition font des pubs dans le métro, elles payent pour ça. Donc que moi elles me payent pour que je fasse de la pub sur certains livres de manière plus poussée, bah non, j'y vois vraiment aucun problème. Mon rapport au livre à présent, vous m'avez posé plein de questions à ce propos. Est-ce que je lis davantage ou pas? Est-ce que j'ai plus de pression quand je lis? Est-ce que ça rend pas la lecture plus contraignante? Est-ce que quand je lis j'ai l'impression de travailler tout le temps? Et bah sachez que non, parce que comme je vous le disais, j'accepte vraiment, je fais très attention à ce que j'accepte pour ne pas me retrouver blindée de lecture obligatoire pour le travail. Donc du coup j'essaye que ce soit toujours des livres que j'ai très envie de lire et de me laisser du temps. Et voilà, vraiment c'est pas du tout devenu une contrainte. Bien sûr évidemment si j'ai une panne de lecture de 6 mois, bah j'ai plus de travail. Je peux parfois me forcer un peu, mais comme j'aurais pu me forcer avant, parce que j'ai jamais supporté d'avoir des pannes de lecture. Donc si je sens un peu la petite panne de lecture, bah je me rentre dedans moi-même et je me force à lire autre chose qui va me refaire aimer la lecture ou quoi. Mais en fait j'ai jamais de panne de lecture, faut savoir que ça m'arrive presque jamais. Mes pannes de lecture elles durent 2 jours. Est-ce que j'ai une marge de manœuvre sur les choix littéraires? Comment ça marche sur les livres qui sont exposés ou non? Bah en fait comme je vous l'ai dit, c'est toujours 100% au feeling, à ce que j'ai envie de lire. Donc j'ai une marge de manœuvre à 100% vu que c'est moi qui décide. Et comment ça marche les livres exposés ou non? Bah comme avant, moi dès que je lis un livre j'en parle dans mes vidéos j'ai lu. Donc que je l'ai aimé ou pas, peu importe, j'en parle. Et pour finir, des petites questions sur le regard des autres, des petites surprises, tout ça. Quelle a été la réaction de ma famille? Est-ce que j'ai des gens qui réagissent bizarre quand je leur dis que je suis youtubeuse? Bah comme je vous l'ai dit, maintenant j'arrive à dire que je suis youtubeuse. Donc les gens quand ils me demandent mon métier, je suis toujours un peu gênée encore, parce que je me dis il faut que j'explique et tout. Mais en fait non, les gens sont de plus en plus super ouverts à ça. Donc au contraire ils sont super intéressés, voire même trop. Et moi je suis gênée en mode oh mais j'ai envie de parler de toi aussi, genre je renvoie les questions. Mais en même temps je comprends, dès que je suis face à quelqu'un qui a un métier un peu original, je lui pose plein de questions, donc je comprends. Et j'adore en parler du coup. Et ça permet d'ailleurs d'avoir des sujets de conversation. Ça c'est cool aussi, quand tu connais pas les gens, bah du coup tu peux parler de ça. Après tu dérives sur YouTube et tout. Et les gens ils connaissent YouTube, donc ils ont toujours plein de choses à dire aussi. Et c'est super cool, c'est vraiment plein de partage et d'échanges. Ma famille était super positive, même si bon j'ai des gens de ma famille qui doivent pas comprendre à 100% ce que je fais. Mais moi, mes parents, ma soeur, ma famille proche me soutient à 100%. Et vu comme vous avez compris que j'en vis, bah évidemment il n'y a pas de jugement dessus, vu que je me débrouille toute seule comme une grande et tout va bien. Finalement le jugement c'est moi-même qui me l'impose quand je stresse à l'idée d'en parler, alors qu'en fait il n'y a pas de stress à avoir. On m'a demandé si Alaska était une bonne assistante et si Alex et Alaska ça avait été une bonne colocation. Bon c'est Alex qui me l'a demandé ça en question. Et du coup oui c'était vraiment top, même si des fois Alaska elle est un petit peu chiante quand elle veut par exemple sortir et qu'elle se met à agiter le trousseau de clés sur la porte pour que je lui ouvre. Mais en vrai elle est adorable et en plus c'est une super mannequin, vous l'avez vu. Elle a beaucoup participé à mon activité de youtubeuse je trouve, donc vraiment je suis fière d'elle et je la remercie beaucoup. Elle est où d'ailleurs? À quoi me sert mon master dans la vie de tous les jours? Comment j'utilise mon savoir? Bah en fait vu que c'était un master en commercialisation du livre, j'ai eu la casquette des personnes qui sont dans les maisons d'édition, donc je sais d'autant plus comment ça fonctionne. Donc ça m'aide vraiment au quotidien de savoir comment parler aux maisons d'édition, comment envoyer des mails, comment ça marche de leur côté pour justement bah, comprendre des fois certains fonctionnements et tout. Après bah, ça me servira peut-être plus tard, j'en sais rien, mais de toute façon j'ai travaillé, mes études c'était dans le monde du livre, donc ça me sert tous les jours. Et quelle est la vidéo que j'ai préféré tourner cette année et quel est le projet que j'ai le plus aimé réaliser? La vidéo que j'ai préféré tourner c'était clairement ma vidéo sur j'achète un livre par librairie, qui va revenir d'ailleurs parce que c'est très important que cette vidéo revienne et que je le fasse dans toute la France. Donc je vais me motiver et vous allez en avoir d'autres, c'est promis. Ça c'était vraiment ma vidéo préférée je crois. Et les projets, bah vraiment les chasses aux livres, parce que je vous rencontre, je vous vois et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Surtout après un an et demi de confinement, quand j'ai fait ma chasse aux livres en juillet, j'étais méga contente de vous retrouver en vrai, de pouvoir prendre des photos avec vous, parler avec vous, qu'on fasse des photos et des vidéos tous ensemble. Enfin c'était trop bien. Donc ça c'est ce que j'ai préféré. De toute façon ce que je préfère toujours c'est vous. Et voilà, sur ces magnifiques paroles qui sont adressées à vous et à tout l'amour que je vous porte, cette FAQ se termine. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ces questions qui seront agrémentées donc d'un vlog une semaine dans ma vie si ce format vous tente. N'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci d'être là et merci de... Parce que grâce à vous en fait, c'est grâce à vous en fait que je vis ma passion et que mon métier c'est ma passion et tout. Donc merci, merci, merci beaucoup. J'espère avoir été la plus claire et honnête possible avec vous. Et s'il vous reste des petites questions, et ben ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Passez une très belle journée, de très belles lectures et je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo.